Bon, bienvenue dans cet épisode 3 du podcast Sans costume. Donc, sur l'épisode 2, on a versé Cédric Fiora, directeur d'hôtel. Il nous a raconté un peu comment il en est arrivé là et son parcours. Il nous a aussi pas mal parlé de ses expériences à l'étranger. Et aujourd'hui, on reçoit Max, donc illustrateur, auteur de BD et graphiste. Donc, Max est une connaissance de Cédric qui va un peu plus nous en parler. Et on se réjouit en tout cas de ce podcast et de parcourir cet univers assez différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Max, pour présenter à tout le monde, on se connaît par nos épouses qui ont fait l'école de psychomote ensemble. Et je t'ai invité aujourd'hui parce que tu as un métier d'illustrateur et d'auteur de BD qui est intéressant, qui est aussi parfois, surtout auteur de BD, quelque chose on peut dire un peu sexy. Il y a certainement beaucoup d'enfants à l'école qui disent un jour, tiens, j'aimerais dessiner un Astérix ou un Tintin ou un manga, parce que c'est peut-être plus ce que vont choisir les enfants aujourd'hui. Mais je sais que tu as ton activité indépendante à côté qui te demande énormément de tâches de fond dont on parle moins. Et donc, ça fait partie des sujets qui seront certainement intéressants à aborder aujourd'hui, aussi avec la place de l'IA dans ton métier. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, peut-être présente-toi avec tes mots à notre audience. Avec grand plaisir. Merci de m'accueillir ici pour ce podcast. Avec plaisir. Je m'appelle Maxime Schertenleib. Je suis auteur de bande dessinée, illustrateur suisse. Je suis indépendant en fait depuis maintenant plus de 3 ans, donc depuis 2022. Et puis mon activité, elle se décompose entre des travaux d'illustration pour des clients divers et variés. Donc ça peut être des marques de montres, des institutions publiques, des magazines, n'importe qui en fait qui a besoin d'images. Et puis à côté de ça, je fais aussi de la bande dessinée. Et du coup, l'année passée, j'ai sorti une bande dessinée qui parle de masculinité dans le monde du foot, parce que j'ai fait dans une autre vie beaucoup de foot. Et du coup, j'ai puisé là-dedans pour parler de thématiques, des thématiques de ma première BD. Voilà. Justement, si on parle peut-être de la thématique de cette BD Arrêt de jeu, qui a un aspect aussi très justement autobiographique. D'ailleurs, la montrer là ici. Après, je sais pas où on peut la trouver aux éditions. Comment c'est? Tu peux nous parler Alors, elle a été éditée par une maison d'édition française. Ça, c'était un choix de ma part. Alors, idéalement, j'aurais bien voulu faire ça avec une maison d'édition suisse. Mais pour des raisons aussi de diffusion, c'était plus intéressant pour moi d'aller avec un éditeur français. Donc, en fait, elle est éditée en France, en Suisse, en Belgique. Et puis, en fait, vous pouvez la trouver à peu près n'importe où. D'accord. Donc, dans un peu toutes les librairies, c'est possible aussi de la commander s'ils l'ont pas ou comme ça. Après, on sait que la durée de vie d'un livre dans les rayons est assez courte. Donc, je pense que maintenant, il faudra plutôt la commander. Ouais. Tu nous donneras un lien. On mettra un lien sous le podcast dans la description où ça la procurer. Et puis, tu donneras les infos. Et puis, du coup, cette BD, donc, elle parle de masculinité dans le monde du foot. Et puis, c'était en fait un sujet personnel que j'ai voulu aborder là-dedans parce que c'est vrai que avant j'étais très sportif, après je me suis reconverti plutôt dans une carrière artistique, donc c'est aussi un grand écart qu'on voit pas forcément très souvent. Et en fait, la sensibilité que j'ai, qui maintenant peut se développer dans le monde artistique, elle a été assez contrainte pendant mes années plutôt sportives. Okay. Et du coup, c'était un petit peu pour parler de tout ça, parce que pour moi, c'est pas une fatalité. Je pense que les deux mondes peuvent coexister, mais malheureusement, c'est pas trop le cas encore. Mais d'ailleurs, ces comportements, en effet, plus toxiques, assez typiques des vestiaires de foot. Alors, j'ai pas été à ton niveau, mais j'ai fait quand même des années de foot étant junior. Et en effet, on met en avant une virilité parfois un peu exacerbée, de l'insulte, même les coachs, des fois, qui vont aller te chercher peut-être un peu trop loin. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Et finalement, ces comportements, aujourd'hui, dans ta pratique professionnelle, dans le monde de la BD, est-ce que c'est aussi des choses que tu peux retrouver avec des comportements qu'on définira comme toxiques, que des gens qui vont chercher, surtout que comme la BD est un monde où les gens veulent absolument aller, est-ce qu'il y a plus facilement de la manipulation, ou est-ce que pas plus que dans d'autres milieux que tu peux voir? Bon, alors, dans le monde de la BD n'est pas épargné. Malheureusement, je pense qu'il n'y a aucun domaine qui est épargné par ce genre de comportement. Dans le monde de la bande dessinée, en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver des cas aussi de masculinité toxique, d'entre-soi masculin, de manipulation, etc. Enfin, plein de choses pas très joyeuses. Moi, personnellement,
en fait, je suis libéré de tout ça quand je fais de la BD parce que moi, j'ai fait cette bande dessinée. Heureusement pour moi, elle a eu un petit peu de presse, que ce soit en Suisse ou en France. Elle a été finaliste du prix suisse, du livre jeunesse suisse. Donc, c'était hyper bien pour moi. Par contre, moi, en fait, quand je fais de la bande dessinée, je le fais vraiment pour moi. Ouais. Donc, en fait, c'est un processus qui est assez solitaire. J'ai fait cette BD. Si elle avait été éditée ou non, je pense que je l'aurais quand même faite. Ouais. Là, en fait, qu'elle soit disponible dans les magasins, je trouve que c'est bien parce que ça porte le message plus loin. Mais en soi, moi, c'était pas le but que je poursuivais. Ouais. Et en fait, peut-être qu'on pourra y revenir, mais moi, la bande dessinée, c'est comme ça que je la conçois. C'est quelque chose qui est là pour me divertir, raconter des choses, véhiculer des messages. Mais j'ai la chance de pas être obligé de m'inscrire dans le monde de la bande dessinée parce que c'est un monde qui est hyper compétitif, comme tu l'as dit, et aussi très dur en fait pour les artistes parce que déjà ils gagnent pas beaucoup d'argent et ils doivent aller de livre en livre pour justement gagner leur vie, sortir la tête de l'eau. Moi, j'ai la partie illustration qui m'évite de devoir faire ça. Qui fait un peu l'alimentaire, quoi. C'est ça, ouais. Et derrière, un peu comme le foot, finalement, tu as beaucoup d'aspirants pour peu de place et donc ça crée quand même quelque chose qui est pas forcément évident quand tu es dedans. Il y a le même schéma dans le monde de la BD. Ouais. Okay. Moi, j'ai juste une question. Quand vous dites masculinité, c'est quoi parce que c'est quoi? Moi, je vois plus l'agressivité, de la virulence. Ouais. En fait, c'est plein de choses. En fait, le mot masculinité, il veut un peu tout et rien dire. C'est un peu valise comme terme. Ouais. Mais moi, ce que je dénonce, en fait, et ce que je pointe du doigt, c'est à quel point, en fait, le système dans le monde du foot, il est justement tourné autour d'une forme de masculinité hégémonique qui est celle de l'hyper-virilité, la force physique, pas avoir le droit de montrer des faiblesses, de dire qu'on a mal, de dire qu'on est fatigué, devoir sans cesse aller au combat, tout le langage guerrier en fait qu'il y a dans un vestiaire de foot, et puis par rapport à un match, de devoir qu'il y ait forcément des gagnants, des perdants, que en fait la notion de plaisir, elle soit pas du tout mise au centre. On la perd et en puis fait. On la perd plus on au monte début, dans le on niveau. fait du foot pour le plaisir. C'est ça. Et puis et on perd ce plaisir, quoi. Donc en fait, c'est un peu tout ça. Puis après, il y a aussi tout ce qui est homophobie, misogynie, le racisme, parce que forcément, en fait, la masculinité toxique, ça peut être d'un homme à une femme, d'un homme à un homme, d'un homme blanc à un homme racisé. Il y a plein de formes différentes. Et puis du coup, c'est un petit peu... moi, j'ai fait pendant 20 ans du foot. J'ai vu passablement de choses. Et puis du coup, je dresse un peu un constat, un portrait de pourquoi à un moment donné, je me suis détourné du foot. Mais le livre, il se veut pas juste une sentence sur le foot, mais plutôt de dire, il y a toutes ces choses. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un ailleurs qui est possible? Et puis, moi, je suis convaincu que oui. Puis du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Mais moi, je vois, j'ai eu ça dans l'entrepreneuriat. Je trouve l'entrepreneuriat est souvent aussi des fois d'une frustration, en fait. Des choses qu'on trouve pas pertinentes, des systèmes, des rejets qu'on a. Et du coup, on se dit, en fait, on met ça on prend une autre passion, comme la BD, qui nous fait une émancipation. On le fait par passion. Et ça nous permet un peu de vomir des fois un peu tous ces mots et de libérer et de pas rester, on va dire, avec tout ça à l'intérieur, quoi. Ouais. Alors moi, ça a totalement libérateur. C'est ça. Ça m'a libéré. Et puis maintenant, je suis tout à fait en paix avec le monde du foot. Moi, ce que je veux y faire, si je veux encore y en faire partie un peu. Et puis. Mais peut-être revenir au loisir que tu avais, ce plaisir d'être sur le terrain de foot, et puis plus dégoût peut-être que tu avais sur la fin. C'est ça. Et rejet, quoi. Et moi, je trouve toujours fou comme on peut finir dégoûté d'un truc où finalement petit, c'était une passion. On avait les posters, on vivait de ça, on pensait ça, on rentre dans le truc et en fait, ça nous enlève complètement la passion et l'envie, quoi. Puis on va sur le terrain, on va aller à l'entraînement de foot et on n'a pas la motive, on n'est plus animé. C'est l'enfer. Comment détourner une passion, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un plaisir. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que je trouve qu'un des thèmes de la BD, c'est aussi le plaisir de faire ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je la trouve aussi très intéressante, c'est que c'est pas une énième BD ou un énième ouvrage de manière générale qui va te dénoncer un sujet, mais tu as cette recherche de la notion de plaisir que tu abordes et que je trouve extrêmement passionnante. Donc, je conseille vraiment la lecture parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire parce que ça m'a beaucoup parlé. Mais en plus, je trouve que c'est une approche de la thématique qui est peut-être un peu différente et pas du tout moralisatrice. Et j'ai beaucoup aimé cette approche-là. Ouais, c'était ma crainte. Et puis, justement, plus qu'essayer d'être moralisateur, j'ai essayé de faire un peu un plaidoyer en faveur du plaisir, plutôt. Ouais, puis délivrer un message, quoi, d'un truc, c'est important.
Et tu y intègres d'ailleurs un bout de ta vie privée là-dedans, avec, sauf erreur, le personnage d'ailleurs s'appelle Mel dedans, Ouais. donc qui est ta femme, et tu intègres tout ça là-dedans. Et, tu l'intègres non seulement du coup dans tes œuvres, mais est-ce que finalement dans ta vie d'entrepreneur, d'avoir ce soutien à la maison, c'est aussi quelque chose qui te permet d'avancer? Et à quel point c'est central dans ta vie d'avoir du soutien autour de toi au quotidien? Ouais, bah alors c'est clair que c'est essentiel. J'ai fait un choix de carrière qui est finalement un choix assez peu sécurisé. Moi, le discours qu'on me tient, qu'on m'a tenu, en fait, c'est de dire que finalement, c'est difficile de gagner sa vie en faisant de l'illustration, en étant artiste, de s'inscrire en fait dans la vie active, c'est pas aisé. Mais au contraire, enfin à contrario, ben, j'ai eu la chance d'avoir que ce soit ma famille ou Mélanie, justement mon épouse, qui m'ont totalement soutenu là-dedans et qui ont peut-être du coup effacé des craintes que je pouvais avoir en fait. Des barrières que j'aurais pu me mettre n'ont pas existé parce que j'avais ce soutien et du coup, ouais, c'est clair que c'est essentiel et puis même moi, je sais que dans mon quotidien, quand il y a des projets sur lesquels j'ai des doutes, alors ben voilà, je suis dans mon domaine, je vais m'adresser à Mélanie qui est pas de mon domaine, mais je vais quand même la solliciter, avoir un retour et Donc, puis une vision différente voilà, aussi, et de voir si à l'audience voilà. que t'auras, ça lui parle déjà à elle, pour C'est ça, voir voilà. aussi des gens, parce que des fois, je pense ça, on est vachement dans notre monde, quoi, hein, Ouais, imaginaire et tout, et des fois, on peut perdre la trame un peu, et vraiment d'avoir le Ouais, suivi, exact. et puis de voir aussi si, voilà, est-ce que ça touche, est-ce que ça parle, et d'avoir des retours, quoi. Ouais, ça me permet de faire un crash test C'est sur ça. les projets en général et puis aussi parfois de me décentrer quand de relativiser en fait les choses et puis ça c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui est là pour te soutenir mais qui n'est pas non plus de ton domaine, enfin qui est un peu externe mais qui est quand même là pour pour être avec toi, pour t'épauler, c'est clair que c'est essentiel et je pense que peu importe le domaine. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment une leçon. Si, pour se lancer dans une carrière d'entrepreneur, on a la chance d'avoir une base solide autour, ça change quand même beaucoup de choses, hein. Moi, je Ouais. le vois aussi. Je pense que toi, tu le vois aussi Ouais. dans ta vie. On part dans un chemin qu'on connaît pas, complètement brouillard, en insécurité totale, donc avoir quelques repères, un peu à dire, sur lesquels s'appuyer à droite à gauche, ça fait, voilà, c'est toujours un plus, hein. Clairement. Pour rentrer peut-être un peu dans le concret d'ailleurs de ton activité, donc qu'est-ce que derrière l'édition, que ce soit d'une BD ou la recherche ou finalement le dessin d'une illustration pour un client, Ouais. quel est le boulot en arrière-plan de tout ça? Parce que finalement, tu te mets pas, ça tombe pas tout seul. Ouais. Une bande dessinée, la promotion se fait pas seule, la recherche d'un éditeur. Donc prenons l'exemple de la BD qui est un champ peut-être que les gens maîtrisent peut-être encore moins. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'édition d'une BD en dehors juste, entre guillemets, juste du dessin? Parce que c'est pas que du dessin, c'est déjà énorme le dessin, mais il n'y a pas que ça. Bon, alors, on va dire que c'est vrai que d'un côté, tu as tout l'aspect créatif. Donc, dessiner, pour une bande dessinée, si tu es aussi auteur ou autrice de l'histoire, il y a l'écriture. Après, il y a l'écriture du scénario, il y a le découpage, en fait, la planification de finalement à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui va être dit, où, etc. Ça, c'est quelque chose. Donc, tout l'aspect créatif, on va dire que, ok, c'est bon, c'est maîtrisé. C'est vrai qu'après, finalement, comment on fait pour être édité En fait, j'ai dû mettre en place en fait un écosystème autour de moi. Donc, je me suis fait un site internet, je me suis inscrit sur des annuaires un peu obscurs d'internet pour que mon nom il apparaisse à gauche à droite. Alors j'ai un compte sur des réseaux sociaux, mais j'utilise très peu ça parce que finalement, moi j'ai une position où j'ai pas l'impression que c'est là que mes potentiels clients y sont. Mais par exemple pour la BD, en fait il faut un peu cibler les maisons d'édition qui peuvent entrer en résonance avec le type de récit qu'on fait. Et puis après, j'ai dû monter en fait un dossier d'édition avec une note d'intention, une ébauche en fait de ce à quoi ça pourrait ressembler, un peu mon parcours, me présenter. Et puis après, en fait, il faut aller toquer aux portes et espérer que les gens te répondent. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, j'ai monté le projet, c'était à l'été 2022. Je l'ai envoyé à 2 maisons d'édition. Les 2 maisons d'édition m'ont dit on veut faire ton projet. Et puis après, j'ai eu le loisir de choisir entre les deux. Puis en septembre, je commençais, en l'espace de 1 mois et demi, ça s'est fait. Donc, c'est vraiment pas le cas de figure classique pour la BD. Mais moi, c'était ça. Et puis en fait, le travail en amont, il est vraiment d'avoir
des choses à montrer. Donc en fait, j'ai documenté les dessins, les bandes dessinées que j'avais pu faire dans mon coin, donc pour les mettre sur mon site. Après, voilà, enfin, il faut avoir en fait une sorte de vitrine. Puis à ce moment-là, en septembre, on va dire, ou quand tu commences à faire les démarches avec l'éditeur, l'objet BD, tu as quoi? T'as un scénario, tu as déjà un arrangement des vignettes ou Non, alors t'as là, juste un concept à ce moment-là? En fait, il y a pas de règle vraiment pour ça. C'est que tu peux soit arriver avec une BD qui est finie et puis dire voilà, maintenant j'aimerais l'éditer. Ça, en général, les éditeurs aiment pas trop. D'accord. Parce que en fait, après, ça dépend comment on considère la relation de travail avec un éditeur. Mais moi, je suis parti du principe que c'était une collaboration. Donc en fait, si tu arrives avec un produit qui est déjà fini, y a de la collaboration, il y en a pas beaucoup. Moi, je suis arrivé avec vraiment une note d'intention. J'avais fait une séquence qui est pas du tout dans la BD, qui est même assez différente visuellement de la BD, mais qui en fait cristallisait, donc c'était 7 pages, qui cristallisait vraiment ce qu'allait être le bouquin. Une bande-annonce, De quoi allait parler le bouquin, ouais. En fait, c'était vraiment un peu... j'avais écrit un texte, et puis ce texte, je le trouvais bon, parce que en fait, c'était des pensées par rapport à tout ça, tout ce qui me traversait par rapport à ces thématiques. Puis j'en ai fait une petite BD, et puis en fait, c'est ça que j'ai envoyé, et puis ils ont pu se projeter en fait dans le récit. Donc comme une bande-annonce en fait. Le but c'est de donner envie, et puis voilà. Mais t'as un peu quand même un début, une fin, où tu veux amener un petit peu l'histoire et ce genre de choses. Non, parce que c'est vraiment un peu cette. là, en l'occurrence, c'était vraiment comme une mini-histoire. Ouais. Mais qui n'est pas du tout celle du livre, en fait. Mais qui est une mini-histoire qui racontait, en fait, mes questionnements, en fait. Est-ce que c'est possible d'avoir un ailleurs pour ce monde du football où, en fait, on remettrait le plaisir au centre et puis on se libérerait de tous ces poids, de tous ces boulets, en fait, qu'on traîne. Et puis, je pense que ça leur a plu comme approche, en fait, comme postulat. Et puis après, par contre, justement, moi, il y a eu tout un travail derrière d'écriture et puis de relecture avec l'éditeur. En fait, il y a eu 3 versions de cette bande dessinée avant d'arriver à la version qui a été éditée. Parce qu'en fait, moi-même, je savais pas exactement le ton que je voulais donner au bouquin. Finalement, c'est un livre qui s'adresse assez bien aux jeunes. Mais moi, à la base, j'avais pas vraiment l'idée d'avoir comme public cible les jeunes ados. Je m'étais dit, est-ce que je fais plutôt un livre un peu qui s'adresse aux adultes, puis qui est un peu plus théorique aussi, qui a une forme un peu plus bâtarde entre bande dessinée puis essai. Je pense que ces questions sur le football, tu les as un peu après coup. Quand tu perds les jeunes, ils sont encore déjà trop contents d'être dans un club, ce genre de choses. Ouais. Mais puis du coup, justement, je me disais, est-ce que je fais plutôt un bouquin pour les adultes qui vont pouvoir accompagner du coup les jeunes? Qui finalement, là, ça s'est transformé en un livre qui s'adresse directement aux jeunes. Et je pense que c'est très bien comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi qu'avec un narratif, avec une histoire, t'embarques les gens dans les thématiques. Et puis justement, t'évites le côté un peu moralisateur, théorique ou bien un peu rébarbatif. Du coup, t'es quand même bien accompagné avec la maison d'édition, quoi. Ils sont quand même pas mal avec toi. Ouais, mais ça dépend aussi des auteurs ou des autrices. Moi, c'était ma première bande dessinée. Donc, en fait, j'avais pas de prétention de dire je sais faire les choses. J'étais plutôt dans l'accueil un peu de ce sont des professionnels de l'édition, probablement qui savent de quoi ils parlent. On va discuter puis voir ce qu'il y a de bon à prendre. Et t'as où pour moi la plus grosse plus-value de là-bas, c'est dans la narration de l'histoire, dans les dessins, Sur les dessins, ils m'ont pas dit grand-chose parce que ça, j'avais vraiment un peu la liberté de faire comme je voulais. C'était plus dans l'enchaînement des séquences et puis peut-être parfois aussi sur des notions de langage parce que forcément on parle pas comme on écrit, puis dans la bande dessinée il y a une oralité, et puis du coup il y a quelque chose où moi j'étais assez néophyte là-dedans, puis ils ont pu un peu me guider sur certains aspects, mais c'est des détails mais qui font que mis bout à bout, quand on lit la bande dessinée à la fin, c'est fluide et puis on s'en rend pas compte, et puis ça c'est on va dire que c'est ça veut dire que le travail était bien fait, quoi. Et du coup après il t'accompagne, je pense aussi l'autre partie du boulot d'édition, il t'accompagne aussi sur la promotion, la commercialisation. Tu parlais typiquement des interviews. Est-ce que c'est toi qui vas chercher les interviews? C'est eux qui te pistonnent? Non, alors ça c'est vraiment... En fait, c'est ça aussi la plus-value d'être avec une maison d'édition par rapport à de l'auto-édition. C'est qu'en fait, la maison d'édition, d'une part, elle te finance un peu pour faire le bouquin, ce qui est normal. Puis après, elle prend en charge aussi tout ce qui est distribution, communication. Elle te finance, tu dis, t'es rémunéré? J'étais rémunéré pour faire la bande dessinée. Ah ouais, ok. C'est intéressant. Ouais, moi, je me serais dit qu'au début, c'est vraiment, ok, ils travaillent avec toi. Après, maintenant, on va les vendre. Et puis, en fait, c'est sur les ventes qu'ils font une répartition. En fait, justement,
l'autre maison d'édition avec qui j'avais possibilité d'éditer, en fait, c'était ce qu'ils me proposaient. D'accord. Puis moi, en fait, le problème, c'est que je me disais, mais pas pour moi, c'est pas possible de bosser pendant 1 an sur quelque chose avant de voir les premiers retours financiers. Ouais, mais tu pourrais dire que la maison d'édition, tu les payes pas non plus. Ils te donnent aussi du temps. Et puis peut-être une fois que c'est vendu. Ouais, mais Moi, j'aurais vu comme ça. J'aurais pas pensé à. ouais, mais du Ok, coup, en c'est fait, alors, intéressant. vu que c'était une maison d'édition française aussi, ça fonctionnait sur le système éditorial français, qui D'accord. est que, en fait, j'ai touché une avance sur droit. Et Ah, donc, en mais fait, ils font comme ça. Alors, c'est une avance sur c'est une droit. avance qu'ils sur font. droit. Donc, Ah, en fait, je suis rémunéré un certain montant. Ouais. Et maintenant, en fait, la bande dessinée, elle se vend. Puis tant que Ils sont pas arrivés. Ils ont pas comblé cette la bande avance. dessinée n'a pas comblé l'avance, Ok. moi, je touche pas de droit d'auteur. D'accord. Après, on va dire que c'est ça qui est assez traître dans le monde de la BD, c'est que c'est dur de rembourser son avance. Donc, en fait, souvent, le montant que tu touches en avance, c'est un peu le seul montant que tu vas toucher sur ta bande dessinée. Et c'est pour ça que les auteurs ou autrices doivent enchaîner les projets pour, en fait, courir d'avance en avance Ah ouais. pour Ah, c'est pouvoir se intéressant. financer. Ah, c'est fou, hein. Et du coup, ça, c'est aussi, moi, un aspect que je voulais pas. Et du coup, c'est pour ça que je fais de l'illustration à côté. Mais donc, pour en revenir à la question de qu'est-ce que l'éditeur amène comme plus-value, c'est lui aussi qui m'a mis en contact, que ce soit avec des festivals, avec des médias. Que ce soit des médias, ils m'ont fait monter à Paris, ils m'ont envoyé à Saint-Malo pour un festival. J'ai pu rencontrer différents journalistes. J'ai pu faire aussi un autre podcast qui parle de bande dessinée. Donc tout ça, c'est quelque chose que si tu es tout seul ou toute seule dans ton coin, forcément, c'est un peu plus compliqué. Puis moi, on va dire qu'en plus, je suis pas très bon là-dedans. Donc, moi, j'ai fait ma BD. Après, si c'était sorti dans l'indifférence la plus totale et qu'il s'était rien passé, j'aurais pas remué ciel et terre pour qu'il se passe quelque chose. Donc, heureusement qu'ils ont fait ce boulot parce que ça m'a permis un peu d'aller à gauche, à droite et puis de défendre le bouquin, quoi. Et D'accord. pour Perdre et Gagner, typiquement, que tu as auto-édité, Ouais. t'as fait un peu ce job de fond ou c'était ton premier ouvrage et c'était des Non, petites ouais. quantités? Ouais. Alors, non, Ouais. pour celui-là, j'ai vraiment On peut le pas montrer, fait. là, ici, hein. Ça, j'ai vraiment pas fait ce travail, justement. Sur le vélo, hein. Non, alors c'est Ouais, pas sur le c'est vélo, qu'ils mais font, le personnage fait du vélo. D'accord. Non, en fait, ça c'est plus un ouvrage, on va dire. Je pense que beaucoup d'artistes qui se lancent, en fait, font un projet qui parle de la création aussi. Parce que quand tu es en début de carrière, tu te poses beaucoup de questions sur finalement quelle est ma place en tant qu'artiste, comment je m'inscris en fait dans le paysage artistique de mon domaine. Et puis, du coup, cette première bande dessinée, elle parle un petit peu de ça. Je pense que c'est un sujet qui a été beaucoup traité. Je pense pas que c'est un sujet qui aurait eu des chances d'être édité. Moi, je l'ai auto-édité parce que c'était mon premier. Puis, mais j'ai pas souhaité aller plus loin en fait avec parce que en fait j'avais aussi envie d'aller vers d'autres choses. Et d'ailleurs, on voit que entre les deux BD, graphiquement, c'est très différent. Le ton est peut-être un peu différent aussi. Enfin, c'est ça aussi qui est bien dans le domaine artistique, c'est que je peux aller à gauche, à droite. Puis, du coup, je voulais pas forcément m'empêtrer dans ce premier projet. Puis si on part peut-être sur l'autre facette de ton métier, l'illustration, là, finalement, tu as aussi une recherche de clients qui est importante. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre du bouche à oreille parce que les gens sont contents, ou quand on est illustrateur, il y a quand même une concurrence dans ce milieu qui est assez importante. Comment tu arrives à te démarquer, à aller chercher de la clientèle et porter tes projets? Ouais, alors j'ai plusieurs hypothèses. Me concernant, en fait, j'ai hyper beaucoup de chance parce que j'ai jusqu'à présent jamais dû vraiment chercher des clients. Que j'ai toujours eu des gens qui m'ont contacté, que ce soit au début, vraiment, c'était c'est du style la sœur de mon épouse qui m'a conseillé à telle personne. Puis j'ai fait un premier projet pour cette personne. Puis en fait, il s'avérait que cette personne bosse dans une plus grosse boîte qui du coup a relayé mon nom. Donc en fait, ça se fait comme ça au début. Et puis maintenant, j'ai bossé pour assez de personnes différentes qui en fait continuent à donner mon nom plus loin et puis ça se fait comme ça. Donc pour ça, j'ai de la chance. Et puis en fait, mon hypothèse, c'est que aussi j'ai la chance d'être illustrateur, roman en Suisse. Parce que tu parlais de la concurrence, mais la concurrence, elle est hyper forte, par exemple en France, où t'as des très bonnes écoles et du coup, tu as des excellents dessinateurs ou dessinatrices, tu as des très bons techniciens du dessin là-bas. Moi, j'ai le bol d'être suisse et que les institutions suisses aiment bien travailler avec des Suisses. Donc, ça joue en ma faveur.
Et finalement, sur le territoire suisse romand, il y a de la concurrence, mais c'est pas saturé du tout. Ok. D'accord. J'ai l'impression. C'est vraiment pas bouché, en fait, parce que moi, je travaille pour des gens à Genève, je travaille pour des gens à Lausanne, je travaille pour des gens, ça peut être à Delémont, à Neuchâtel. En fait, en étant sur Vaud, dans le canton de Vaud, en étant sur Vaud, je bosse pour la Romandie entière, et puis en fait, les gens, ils me disent ah ouais, on est tombé sur votre site internet, et puis voilà. Donc en fait, D'accord. moi, je pense que vraiment, si j'étais la même personne qui faisait les mêmes choses, mais j'étais à Paris, je pense que là, je galérerais un peu plus. Et puis finalement, en effet, on est toujours sur les coulisses de tes métiers. Toi, tu as fait la aide. Ouais. Est-ce que finalement, on parlait dans les derniers épisodes, nous, beaucoup des études et des frustrations qu'on a pu avoir. À quel point cette école, ou les écoles en général d'art, préparent aussi à ces versants-là du métier, parce qu'on voit ça comme des écoles créatives. Est-ce qu'ils préparent un peu, ne serait-ce à savoir comment gérer un statut d'indépendant, comment gérer une carrière, l'aspect business derrière, hein. Gérer une carrière. Alors, j'ai eu un cours de déontologie le dernier semestre de mes études. Donc, sur dernier semestre en plus, c'était en Covid, donc c'était un peu bizarre, mais je pense qu'il n'y a pas assez. Après, j'ai quand même eu un module qui parlait de ça, donc j'étais pas lâché dans la nature sans rien. Et puis la chance que j'ai aussi avec la aide, c'est que la aide en fait soutient ses anciennes étudiantes. Donc en fait ils ont un canal et ils redirigent des clients vers leurs alumni. Donc en fait ça c'est bien. Après je pense qu'on n'est jamais vraiment préparé parce que moi j'avais fait ce module de déontologie, mais finalement après, comment est-ce que je fixe mon prix? C'est quoi la valeur de mes dessins? C'est quoi la valeur en fait de mon travail? Tout ça, c'est des trucs autre aussi. Chose, une autre porte. C'est ça, c'est compliqué. Et puis en plus, dans ce domaine, les gens, en fait, ils pensent qu'un dessin, ils vont le payer 15 balles. Non, parce que si une illustration, ça prend 1-2 jours de boulot, tu peux pas être payé 15 balles. Mais du coup, ça, c'est un apprentissage. Et puis, je continue à apprendre. Mais je pense que, parce que du coup, j'ai fait la aide à Genève et puis après, je suis allé faire un master à Bruxelles. Et puis, je pense qu'à la aide, on est vraiment très, très bien formé et armé après pour pouvoir s'inscrire justement dans le marché du travail. Là où, à Bruxelles, j'ai vu une école où c'était vraiment, alors le cliché de l'école artistique où je pense que sur je sais pas, je dis n'importe quoi, sur les 20 étudiants et étudiantes qu'on était, si on est 2 à en vivre maintenant, c'est peut-être le maximum, parce que c'était le néant là-bas. Moi, j'ai une petite... Comment tu prices? Tu dis justement, le pricing, c'est quoi? Il te donne un budget, on veut une illustration, voilà l'illustration, voilà un peu le budget, puis en fonction du budget, tu sais le temps que tu peux allouer dessus. Ou ça, tu fais. Ça dépend. Ça peut être ça, parce qu'il y a des clients qui ont des budgets. Qui ont des budgets. Tu sais qu'à 4 000 francs, c'est plus ou moins 2-3 jours de travail, ce genre de choses. Alors, c'est ça, c'est que justement, moi, j'essaie d'avoir une diversité de styles de dessin et d'approches graphiques qui peuvent du coup s'adapter en fait en fonction des contraintes, des budgets, des supports, etc. Donc, si on rend compte pour ce prix-là, c'est à peu près ça que j'arrive, ce niveau de détail. C'est ça. Pour schématiser, c'est genre 100 balles, c'est ça. 200 balles, c'est ça, 3000 balles, c'est ça, et puis voilà. Et puis, en fait, mais ça, c'est assez rare. Peut-être plutôt les institutions style, comment dire, les universités ou ce genre de choses. Ils ont c'est très quadrillé, leur budget, puis du coup, en fait, ils peuvent allouer tant de fonds, etc. Puis bien souvent, c'est plutôt les gens qui me contactent ont une idée, puis moi je leur fais un devis. En fait, je leur dis voilà, avec ce que vous m'avez transmis comme information, moi ce que je peux vous proposer, c'est ça. Et puis puis c'est moi qui leur donne en fait une appréciation. Puis après, les gens me disent oui, ils me disent non. Un petit peu hors budget. Et puis en fait, on peut rediscuter toujours. Et puis ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de règle non plus. Tu veux attaquer ce sujet? Tu veux parler un peu de l'IA? Ouais, je dire. Moi, alors juste avant un peu de l'IA, parce que moi, je suis pas mal dans l'IA, j'ai une agence digitale, donc on est pas mal dessus. J'ai d'ailleurs, moi, fait un livre, donc du système vers l'individu. Je me suis aidé de l'IA, parce que alors moi, j'ai fait l'erreur maintenant que je comprends d'auto-éditer, d'envoyer aux maisons d'édition, parce que j'ai aussi essayé, mais le projet est complètement fini. Au lieu de se dire des fois, c'est un travail qu'on peut faire ensemble, après c'était personnel, moi c'était à côté.
Et alors ça, on va en parler, mais moi, donc du coup, j'ai aussi l'idée là avec l'IA, parce que je vois qu'on arrive un peu à faire des visuels et choses. Je me dis, bon, moi personnellement, mais pourquoi pas faire aussi une BD, hein. C'est un truc, ça pourrait, voilà, pourquoi pas faire l'exercice. Et je réfléchissais derrière, comment le projet, en fait, tu commences. Est-ce que tu réfléchis à une histoire? Est-ce qu'en fait, tu commences à dessiner dans le dessin? Est-ce qu'il y a un guideline, un truc? Je me demandais un peu comment ça part un peu. Alors toi, tu avais l'air de dire que tu avais cette frustration sur la masculinité foot. C'était quelque chose que tu voulais exposer. Mais comment ça se met un peu en... En fait, je pense qu'il y a autant de pratiques qu'il y a d'artistes différents. Ouais, il y a des personnes qui doivent passer d'abord par une phase d'écriture, vraiment dire, OK, moi, je veux parler de telle thématique, je vais écrire mon truc. Ensuite, je vais faire des recherches de personnages, de dessins, d'ambiance. Après, je vais attaquer le découpage. Moi, je sais que j'écris en même temps que je dessine. Ça se nourrit. C'est qu'en fait, souvent, j'écris mes histoires en faisant mon découpage. Donc en fait, quand je parle de découpage, donc c'est comme pour le cinéma, le storyboard, où je vais dessiner très schématiquement mes cases avec mes personnages, et puis pour voir un peu comment l'action se déroule. Et moi, il y a vraiment en fait ce va-et-vient entre mon idée que j'ai dans ma tête, une séquence que je vais un peu dessiner, après, ok, ça va dans cette direction, et puis je réécris, et puis j'avance un peu comme ça. Donc par exemple, si on bosse avec de l'IA, peut-être que d'une idée, tu peux générer des images et après voir ces images, ce qu'elles t'évoquent, et puis continuer, puis faire un peu un va-et-vient. Tu le fais? Tu l'utilises? Moi, tu t'as intégré un peu l'IA dans ce que tu fais? Non, alors, non, j'utilise pas l'IA. Je l'ai utilisé par le passé. D'accord. Pour un projet, mais qui était spécifiquement dédié à l'IA. En fait, c'était un projet professionnel que j'ai fait. J'ai bossé pour l'armée suisse, où en fait, ils avaient des réflexions sur justement l'IA. Et puis, l'idée, c'était de créer des scénarios qui mettent en scène l'IA et après utiliser ces scénarios comme base un peu de scénario, puis faire des workshops, en fait, de dire, on a ce scénario, comment vous réagiriez, qu'est-ce que vous feriez dans ce domaine? Et puis, vu que ça traitait d'IA, on a utilisé l'IA aussi pour les aspects visuels. Ça, j'ai bossé avec quelqu'un d'autre sur le projet. Et puis, quand je faisais ça, justement, donc j'ai été amené à utiliser de l'IA. Et puis, je faisais des images, je réfléchissais, je me disais, OK, je peux travailler. Ah, waouh, purée, l'IA, elle dessine beaucoup mieux que moi déjà. C'est pas mal. Hein. Puis je me disais, OK, d'accord. Puis en fait, c'est la boîte de Pandore. Je l'ai ouverte. Et puis après, je me suis dit, putain, je peux générer 15 images. Ça m'aurait pris 3 semaines. J'ai pu le faire en un jour. Alors oui, tu passes ta journée derrière ton écran à générer puis à attendre en fait la nouvelle image. Puis il y a un truc de magique un peu avec ça. Puis j'ai fait ce travail et en fait le constat que j'ai eu, c'est que le bouquin, parce qu'à la fin ça a fait un bouquin, ils en ont fait un livre. Il y avait des images dedans où j'avais dessiné. Il y avait des images dedans où j'avais utilisé l'IA, retouché avec Photoshop, retravaillé un peu dessus. Il y avait des images que j'avais pas beaucoup retouchées. Mais en fait, je me disais, mais j'ai pas de lien, j'ai pas d'affect avec ce qui a été créé. Et par contre, je peux retomber sur des dessins que j'ai faits il y a 10 ans, puis je me rappelle l'émotion que ça m'a procuré de faire ce dessin. Et du coup, moi, en fait, c'est juste de ce point de vue-là où je me suis dit, je vais pas utiliser de l'IA parce que le dessin, finalement, moi, c'est une source de plaisir. Je sais que tôt ou tard, justement, il y aura des solutions qui vont permettre aux gens de faire leurs images par eux-mêmes. Moi, j'ai envie que les images que je crée, ce soient les miennes et que peu importe qu'il y ait de l'IA ou qu'il n'y ait pas de l'IA, que je puisse avoir une émotion quand mais c'est pas une émotion. Je dis pas que l'IA elle produit des images qui peuvent pas générer d'émotion. Moi, il y a des images qui ont été faites par IA que je trouve magnifiques et qui me procurent de l'émotion. Mais c'est l'émotion que ça te crée toi en faisant. Mais c'est le lien que moi j'ai avec l'image. En fait. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, moi, en tant qu'illustrateur, je vais pas utiliser de l'IA. On reviendrait au foot, ça serait perdre ton plaisir que tu avais de base. C'est ça. On reviendrait c'est ça. Sûr. Et du coup, moi, c'est le choix que j'ai fait. Mais par contre, je suis pas trop à jeter la pierre à celles et ceux qui l'utilisent parce que finalement... Tu penses donc que même à long terme, il y a une place pour ton métier d'illustrateur dans un monde où... Parce que... on parlait de concurrence mais puis maintenant, c'est que ça qui arrive. En fait, je pense... Alors, une partie de moi pense qu'il y a une place pour que je continue à faire ce que je fais, parce que justement, je suis convaincu que les institutions suisses qui, vu qu'on est en Suisse, qui mandatent des artistes suisses et qui valorisent le fait de travailler avec des artistes suisses
plutôt que d'aller chercher des artistes de l'autre côté de la frontière qui coûtent peut-être Ouais, 2 fois moins cher que ça. En fait, si ces institutions ont cette démarche maintenant, j'ose espérer qu'elles vont continuer à avoir cette démarche, même en présence de l'IA. Après, il y aura peut-être un entre-deux. Et puis, il y a une autre partie de moi qui me dit, finalement, si un jour, je ne peux plus gagner ma vie en faisant de l'illustration, qu'il y ait de l'IA, ça ne m'empêchera pas de prendre un crayon, une feuille de papier et puis de dessiner. Et puis, j'aurai quand même ce plaisir. Et puis, je ferai un autre truc. J'ai de la chance de pouvoir faire un métier qui me plaît. Et je sais que ce n'est clairement pas le cas de tout le monde. Donc, en fait... du coup, tu irais presque dans un autre domaine plutôt que de continuer avec de l'IA. Ouais, je pense, parce que en fait, j'irais dans un domaine qui, si c'est un domaine artistique, qui me laisse faire les choses comme je souhaite les faire, ou alors aller dans quelque chose qui n'est pas artistique. Et ce serait quoi pour toi le métier, on va dire, dans un monde dominé par l'IA, c'est quel métier dans lequel tu dirais que tu prendrais du plaisir? Comme ça, lol, c'est gros comme facile. Non, en fait, du coup... il y a un truc dans la créativité, quoi, c'est ça. Mais en fait, je sais pas, parce que si après mon métier, si on est dans un monde où finalement tout est régi par des notions d'IA et qu'on se retrouve à tous et toutes être des presse-boutons, à juste valider, en fait, à vérifier le protocole, valider que l'IA n'a pas fait une bêtise, c'est pas hyper intéressant. Moi, peut-être que du coup, je ferais un métier... qui est peut-être plus en contact avec la nature ou plus en contact direct avec un humain. Et puis, c'est là que j'irai. Et puis, par contre, l'aspect artistique, je le garderai vraiment pour moi, pour mes loisirs, en fait. Pour une pro, t'as un fait assez intéressant, parce que là, on dirait que l'IA pourrait être remplacée, mais il pourrait aussi aller chercher en France ou d'autres pays. Mais je pense qu'il y a une sensibilité culturelle et tout ça. L'IA, alors peut-être aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, je vois quand même cette barrière là-dessus, quoi. En tout cas, on va dire dans le haut de gamme. L'IA, alors, je pense en effet, ceux qui aujourd'hui font, comme tu le disais, peut-être des fois du travail à la chaîne, très rapide et sans être dans le qualitatif, eux, ils vont avoir de la peine. Et ils vont avoir, mais dans tous les domaines, c'est clair. Par contre, en effet, si tu continues à faire du haut de gamme, à aller en effet sur des clients qui prennent le temps, qui te laissent le temps de... c'est la sélection de clients qui va peut-être aussi t'aider et aider à l'avenir dans ce genre de job. Mais c'est vrai que... Ouais, après, je sais plus, dans la créativité, des fois, c'est la barrière. Comme tu vois, tu prends des mondes de luxe, machin, quand il y a quelque chose de tellement spécifique et il y a pas de derrière, on veut garder ce côté authentique, on veut garder l'authenticité. Dans le haut de gamme, générique. Mais parce que c'est ça qui est valorisé, justement, c'est ça qui donne la valeur à l'objet... justement. Donc, la personne derrière l'a fait, l'histoire qu'elle a, ce qu'elle a mis les émotions justement que tu as mis. Je pense qu'il y a un ressenti que toi t'auras mis qui est comme des tableaux, des œuvres ou des morceaux. Il y a un truc, je pense, l'IA, elle a pas cette sensibilité humaine encore qui met la barrière. Je sais pas si du coup ce que l'humain fait sera toujours mieux, mais par contre, je sais qu'il y aura toujours des gens qui auront envie de voir quelque chose qui est fait par un humain. Surtout dans le cadre aussi de tes BD où tu as quand même un bout autobiographique. Cette partie-là, l'IA va pas le remplacer. Toi aussi, ton livre, tu t'as aidé de l'IA, mais elle parle quand même de toi, de ton expérience. Le contenu, il est généré par moi, c'est du support. L'IA, elle est plus en support finalement. C'est cet aspect autobiographique qui, je pense, va aussi beaucoup intéresser les gens. Et pareil, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'était peut-être un article que j'ai lu il y a 1 ou 2 semaines, mais c'est pas grave, qui disait que justement l'aspect autobiographique, que ce soit dans la littérature aussi, c'est peut-être ça qu'on va le plus garder. C'est les gens qui parlent de leur expérience et qui se ressentent sur eux et partagent leur vécu. Et ça, l'IA pourra pas le remplacer, ou ça me ferait extrêmement rire de voir ChatGPT nous parler de sa conception, de sa naissance et de sa vie dans notre monde. Mais peut-être, et c'est assez intéressant parce que justement c'est aussi des choses que tu fais dans tes BD et qui peut-être aussi peuvent donner une lueur d'espoir dans ce domaine-là. Ouais, peut-être. Puis d'ailleurs, cette part autobiographique, c'est quelque chose. Tu te vois dans des futures œuvres continuer à explorer, ou tu aimerais peut-être une fois faire de la fiction pure sans y mettre de lien à ta vie? J'ai pas envie de me cataloguer, de m'auto-cataloguer dans du récit du réel ou récit politisé ou autobiographique. Je pense que j'ai fait ça pour commencer parce que c'est plus simple en fait. Je raconte des choses que j'ai vécues, donc finalement on peut pas trop me dire mais ton histoire elle est nulle. Désolé, c'est issu du réel. Après, il y a la façon de le raconter qui peut être questionnée, mais je pense que j'avais un peu peur de me lancer dans de la fiction totale dès le départ.
J'ai commencé par des récits plus autobiographiques, mais je sais que j'aurais vraiment envie de pouvoir développer des univers, raconter des histoires qui se passent pas forcément dans notre monde, mais dans d'autres temporalités, dans d'autres univers. J'ai des carnets qui sont remplis de choses fantastiques, de dessins, d'envie, et puis ouais, je me mets pas de barrière par rapport à ça en fait. Ça, pour moi, j'ai fait aussi dans mon livre, un peu comme toi. C'est aussi dégueuler aussi un peu tout ce que t'as, tous les mots. Pour moi, c'est comme une psychothérapie un peu, ça. Je pense que ça fait du bien de ressortir toutes ces frustrations, ce genre de choses. Mais ça, après, t'as pas tout le temps. Tu peux le faire peut-être 1, 2 fois ou des trucs qui vont venir au cumul de ta vie. Ouais. Et après, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres C'est pas facile comme travail. Non, c'est l'aspect dur de l'autobiographie, c'est de se livrer. Vachement là-dedans. Alors, c'est clair. C'est clair, c'est que quand même, tu dévoiles des choses de toi. Donc, après, faut trouver aussi le moyen de le raconter. Puis il y a un côté cathartique à ça, c'est clair. Puis moi, j'en avais besoin, en fait, à un moment donné, de me dire, OK, j'ai ça, j'ai envie de parler de ça, c'est important pour moi. Mais c'est vrai que maintenant, si je devais repartir sur une BD autobiographique, je saurais pas trop quoi raconter parce que pour moi, il faut avoir quelque chose à dire. En fait, c'est pas parce que sinon, il y en a assez, il y a assez de personnes qui font des bandes dessinées où c'est simplement, je raconte que je vais faire mes courses ou bien que j'ai regardé tel truc sur Netflix l'autre soir et puis voilà. Moi personnellement, ça m'excite pas trop. J'ai pas trop envie de faire ça. Mais du coup, peut-être que, comme tu dis, j'aurai un événement dans ma vie qui fera je pense besoin de le sortir. Je pense que mon expérience personnelle a quelque chose d'universel et qui peut être communiqué. Puis sans être dans l'expérience personnelle, est-ce que tu as d'autres thématiques, parce que là on est très axé en effet sur la masculinité toxique dans les vestiaires de foot et dans la vie en général. Tu as d'autres thématiques comme ça où tu dis tiens, un jour, si j'ai le temps et l'inspiration, j'aimerais attaquer une thématique particulière, un truc qui te ferait vibrer comme ça, comme sujet? Ouais, alors un temps, je m'intéressais un peu à justement un peu ces questions par rapport à l'IA, mais plus le transhumanisme et puis peut-être qu'est-ce qu'on fait d'une utopie, des univers utopiques qui deviennent forcément dystopie, parce qu'une utopie, c'est un peu une dystopie et finalement ça peut pas fonctionner. Un peu ce truc de c'est mondes idéaux qu'on se projette, et puis mais j'ai pas trop j'ai plus des envies d'univers graphique, et puis après en fait les histoires aussi souvent elles viennent, en fait elles te sont presque racontées par les personnages. Moi j'ai un peu ce truc, c'est un peu mystique quand les artistes disent ça, mais il y a un peu de vrai quand même quand tu crées des personnages et que tu débutes une histoire. Finalement, à un moment donné, tu te fais un peu guider aussi par ce que tu as créé, parce que tu te dis mais mon personnage, il pourrait pas faire ça, donc il va aller dans cette direction. Et puis du coup, ton récit, il se dessine. Et puis en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est fun à faire quand tu écris. Donc pour le moment, j'ai des projets un peu, mais ça infuse lentement. Et puis peut-être que tout d'un coup, il y aura, justement, pour le moment, j'ai pas trouvé l'angle d'attaque qui fait que, OK, ce récit, je peux le présenter comme étant parlant des masculinités dans le monde du foot. Ou parlant aussi. Ouais, on finit un truc, de repartir, nouveau truc, relancer la mer. Après, ça, c'est vrai que finalement, moi, je pense que c'est un peu comme dans tout. Moi, c'est vrai que la BD, comme je l'ai dit, c'est un à côté. Et puis, j'ai mon activité d'illustrateur, en fait, qui me tient parfois aussi, malgré moi, éloigné, en fait, de cette réflexion et puis cette recherche de scénario. Moi, j'ai ajouté un truc, T'avais pas peur un peu, parce que t'attaques quand même le foot, la masculinité, t'as fait du foot, c'est très populaire de te faire un peu tacler, qu'est-ce que tu viens un peu balancer les trucs. C'est vrai, tu vas sur un truc populaire, tout le monde fait du foot, tout le monde a ça, mais tout le monde se tait. Toi, tu viens exposer le truc, d'anciens camarades qui viennent vers toi de foot, mais mec, comment tu parles, t'es dans les vestiaires avec nous, t'es le premier à faire ça, X, parce que c'est quand même le remettre un peu, tu vois, entre guillemets, j'ai l'impression, quoi. C'est clair que il faut oser, quoi, d'attaquer un truc qui t'a donné, que t'as fait pendant longtemps, d'aller maintenant, OK, je vais dénoncer ça, et ça m'a un peu pourri. C'était une crainte. C'était une crainte quand même, parce que quand je faisais de la BD dans mon coin, je me disais, mais finalement, est-ce que c'est mon délire? Est-ce que c'est moi qui ai
est-ce que le problème finalement c'était moi? Est-ce que j'ai une vision qui est erronée de la situation? Est-ce qu'ils vont se sentir pris à partie directement, mes anciens coéquipiers? Parce qu'en fait, je pense que j'aurais pu aller vers n'importe qui dans le vestiaire et puis lui demander est-ce que tu es quelqu'un de raciste? Est-ce que tu es misogyne? Est-ce que tu es homophobe? Est-ce que tu es insultant dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu es irrespectueux? Est-ce que ton but, c'est d'écraser l'autre pour te valoriser? Je pense que tout le monde m'aurait dit non, je suis pas comme ça, moi je suis un gars sympa. Mais puis du coup, justement, j'avais peur qu'ils le prennent mal. Parce qu'ils aient l'impression en fait que je les attaque sur quelque chose qu'ils ne sont pas. Et puis c'était vraiment pas le but. Je voulais pas les attaquer directement, parce que moi, c'était vraiment l'institution, le système que je voulais dénoncer plutôt, mais c'est pas les individus. Après, t'as des pommes pourries comme partout. Mais disons que j'avais peur, et puis j'ai été très soulagé en fait de constater que la plupart des retours étaient... T'as eu des retours justement de leur part? Ouais, j'ai eu des retours de gens avec qui j'ai fait du foot à tous les niveaux, qui m'ont dit moi je pensais la même chose. Merci de dire tout. Je pensais la même chose. Je pensais que j'étais le seul à penser ça dans le vestiaire. Je pensais ci, je pensais ça. Après, il y a aussi eu des personnes qui m'ont dit qu'en fait, il y aura tout ça. Qu'en fait, si je parlais de tout ça, c'est juste j'étais frustré de pas avoir été assez fort, ou que si c'était trop dur pour moi, c'est que j'avais pas les épaules et puis que j'aurais dû faire une autre activité. Il y a de tout. Mais disons que de manière globale, je suis très content parce que les personnes venant du monde du foot ont compris le message, et les personnes venant du monde de la bande dessinée ont embrassé aussi la thématique. C'est génial, c'est cool. Donc je suis assez content par rapport à ça. C'est vrai que je peux donner mon exemple personnel. Quand j'ai lu la BD, moi j'ai fait du foot jusqu'à 16 ans, et j'ai arrêté, et j'ai jamais réussi à mettre les mots sur pourquoi j'ai arrêté. Jusqu'au jour où je l'ai lu. Mais vraiment, en fait, c'était vraiment cet effet de groupe, cette ambiance générale, où il y en avait toujours un ou deux dans le vestiaire qui se faisaient vraiment ramasser par les autres. Et il y a un jour où j'ai plus supporté ça, mais en fait, comme j'adorais ce sport, j'adorais ce jeu, j'ai mis 1 million de raisons là derrière pour. Et donc, vraiment, je trouve que c'est un ouvrage qui vaut la peine d'être lu pour ceux qui font ou qui ont fait du foot, et encore plus pour ceux qui entraînent des jeunes, qui accompagnent des jeunes, parce que c'est des thématiques qui sont importantes, mais qu'on retrouve partout, pas que dans les vestiaires de foot. Ouais, j'allais dire. Mais c'est ça. Moi, j'aime bien présenter la BD comme en fait dire, mais c'est pas une bande dessinée qui parle de foot. C'est en fait le contexte de la BD, c'est le foot, mais c'est parce que c'est ce que j'ai connu. J'aurais pu faire la même BD. Sport par équipe masculin, ou s'ils sont un peu plus virils. Ou même le monde de l'entreprise. Ouais, j'aurais pu faire peut-être. Vraiment, le contexte importe peu, parce que je pense que les mécanismes se retrouvent partout, malheureusement. Oui, et puis pas toujours, même du sport, dans les entreprises, la masculinité, des fois, d'écraser l'autre, d'être meilleur. Mais même hors masculinité, le mécanisme, par exemple, du bouc émissaire, ou de la personne qu'on va, vraiment le bouc émissaire, la personne sur qui on va constamment taper, c'est quelque chose que tu retrouves dans le monde de l'entreprise. Tant qu'il y a un truc qui va pas, il faut une tête qui tombe. Et c'est même pas forcément que de la masculinité. C'est le comportement toxique qui infuse tout le reste du groupe, alors qu'en effet, c'est souvent une pomme pourrie. Mais après, voilà. Puis après, il y a tout l'image, en effet. Alors, dans le sport, c'est exacerbé. Voilà, il y avait l'exemple, je ne sais plus à quelle Coupe du Monde, c'est un attaquant espagnol qui était se faire injecter du placenta de cheval. Je sais pas. J'ai plus le truc, mais tu vois, au point de se dire, mais en fait, que le sport doit prendre tellement d'importance qu'on néglige complètement le corps, quoi, quand on en arrive à là. Et à un moment donné, la douleur est interdite, alors que oui, à un moment donné, tu peux dire, mais en fait, non, je peux plus. Stop. Oui, c'est peut-être un rêve de toute une vie, mais est-ce que ça vaut la peine quand tu vois des anciens sportifs à 40 ans qui galèrent au niveau physique? Donc c'est aussi ça le message, c'est qu'à un moment donné, à quel point tu vas même te pousser toi-même trop loin à cause des attentes des autres, et juste parce que on t'a toujours dit, mais ton corps, toi, mais les limites, c'est ton cerveau, tu rentres dans une machine, tu dois être une machine sans émotion. Ça, t'es là, wow, mais donc quoi, j'ai donné 10 ans de ma vie, donc quoi, je me suis embarqué, quoi. Mais la seule émotion qui est bonne, c'est l'émotion guerrière, quoi, dans le discours. Et donc, je trouvais c'est très intéressant de tacler ce sujet, et je pense que ça parle à beaucoup de monde. Juste encore un dernier point par rapport à ça, mais c'est de dire, c'est comme dans tous les domaines. Tu as envie de te lancer dans de la microbrasserie, tu as envie de te lancer compositeur, tu as envie de te lancer dans l'illustration. En fait, tu auras toujours quelqu'un qui va te dire, oui, mais pour que ça fonctionne, il faut que tu fasses ci, ça, pour t'inscrire dans le système, pour être productif, pour dégager de l'argent, pour pouvoir le faire. Mais en fait, tu peux aussi dire, moi, en fait, je vais faire mon truc dans mon coin. Alors oui, tu vas peut-être pas gagner d'argent, mais si tu enlèves le facteur argent,
en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux, au rythme que tu veux, et puis avec l'exigence et puis l'objectif que tu veux. Et c'est ça, en fait, que moi je disais aussi, c'est que finalement, le foot, moi je l'aime encore, parce que je peux aller au terrain avec des copains, jouer un peu, on compte pas les goals. Et puis à la fin, on est content, on rentre. Retrouver ce plaisir que tu avais au début. On est fatigué. Quoi. Mais comme dans tous les domaines. Ouais. Si on continue peut-être sur ce sujet-là, aujourd'hui, tu disais typiquement que dans tes études, tu as été bien accompagné, mais pas toujours formé, on va dire, à la partie administrative. Ouais. Si tu devais donner des conseils à un jeune qui veut se lancer et vivre soit de la BD, soit de l'illustration, comment tu le guiderais? Où est-ce que tu l'amènerais? Dans quelle réflexion? Les erreurs de parcours que tu as fait, que tu ferais plus. Quels seraient les bons tips, quoi? Moi, j'ai envie de me lancer demain. Qu'est-ce que tu me dis? C'est vrai que ce que je dirais, c'est que le dessin, si on dit qu'on veut se lancer dans une carrière d'illustrateur ou d'illustratrice, je dirais le dessin, c'est une partie du travail. Tu sais dessiner, tu sais rendre graphique des idées. Voilà, ça c'est une chose. Mais une très grosse partie du job, en fait, c'est la communication avec le client, discuter avec la personne, comprendre ce qu'elle attend de toi, et puis après, d'être pro, en fait. C'est un domaine qui est pas cadré. Donc, en fait, tu es pro dès le moment où tu dis que tu es pro. Donc, en fait, si tu veux être pro et que tu dis que tu es quelqu'un de professionnel, il faut agir comme tel. Et du coup, pour moi, ça passe par avoir une bonne communication avec le client, être réactif par rapport aux envois d'emails, aux échéances, respecter les deadlines, bien cadrer peut-être le contrat avec la personne, de dire, ok, vous voulez un dessin, d'accord, c'est pour quelle communication vous allez vous adresser à qui, ça va être produit comment, puis toutes ces informations, les prendre et puis dire, ok, on formalise tout ça, puis on envoie quelque chose de propre. Pas faire juste un peu à la fraîche, ah ouais, t'as un dessin, ok, je te le fais samedi soir, je t'envoie, puis après on regarde. Non, parce que c'est ça en fait. Je dirais que, faut pas se mettre trop de pression, mais il faut un peu se prendre au sérieux. Faut pas se dire, je suis artiste, donc je fais les trucs comme ça un petit peu. Sortir du créatif un peu et de toutes les idées et se structurer, quoi. Et puis comme ça, en fait, aussi parce que les gens qu'on a en face de nous sont pas des personnes du domaine créatif. Ouais, tout à fait. En fait, il faut parler leur langage. Et puis, je pense que les personnes créatives ont cette faculté justement de passer de l'un à l'autre, d'un registre à l'autre. C'est d'être dans la création, laisser la liberté d'esprit quand c'est nécessaire, et puis se recentrer, et puis dire, OK, maintenant, il faut quand même qu'on balise un peu le projet. Et puis, moi, c'est ça que je donnerais comme conseil principalement, parce que j'ai constaté quand même qu'il y a pas mal de personnes que j'ai pu côtoyer ou que je peux voir sur des réseaux sociaux comme ça, qui sont dans le domaine artistique, qui sont peut-être 15 fois plus doués que moi, d'un point de vue créatif, mais qui galèrent parce que il y a peut-être pas cette... c'est un facteur. Hein. Il y a peut-être... j'ai tapé le micro. Il y a peut-être... il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, bien sûr. Mais je pense que le facteur relation client, et puis être un peu carré, ça fait beaucoup. C'est important, Parce que si tu rends quelque chose dans les délais, que ça s'est bien passé, que la communication était fluide avec le client, tu as de bonnes chances que la personne revienne après. Et puis du coup, moi, c'est ça vraiment le truc où, en fait, dès le départ, j'ai mis l'accent là-dessus. Je me suis dit, il faut que je sois bien carré et tout. Puis pour le moment, ça fonctionne pour moi. Du coup, je suis cette ligne. Et puis, est-ce que tu as dans ta vie aussi d'entrepreneur, finalement, tu as déjà eu des périodes aussi de doute, peut-être tout bêtement sur la partie financière, en se disant, OK, il y a 2-3 mois, il n'y a rien qui rentre. Comment tu gères si tu en as déjà eu des phases comme ça, les phases de creux? Parce que particulièrement en tant qu'indépendant, encore plus que dans une entreprise, ça peut être super angoissant. Ouais, alors c'est clair que la partie financière, en fait, c'est le point négatif d'être indépendant dans ce domaine. C'est que moi, je gagne suffisamment bien ma vie pour vivre. J'ai la chance d'avoir des clients jusqu'à présent d'avoir quelques clients qui sont assez réguliers pour aussi, en fait, et puis avec des projets à différentes temporalités. Donc, j'ai des projets qui ont des temporalités très courtes. Donc, ça va être, on me contacte dans le mois, je livre quelque chose, ou ça peut être même encore beaucoup plus court. Si c'est pour des magazines, c'est du style, on me contacte, la semaine d'après, je rends quelque chose.
Puis d'autres projets où la temporalité, c'est du style, on me contacte, c'est pour dans 6 mois, et puis je sais que, ok, j'ai un aperçu un petit peu des prochains mois financièrement aussi quand ça tombe. On revient à ta structure, quoi. Bah, c'est ça. D'être un peu structuré. Ok, là, ça va être un peu plus creux, faut que je retrouve. Ben, c'est ça. Et vu que mes revenus, en fait, sont Important, pas fixes d'un mois à l'autre, ben, justement, il faut aussi être un peu structuré par rapport à ça, de se dire, bon, bah, ok, ce mois-ci, j'ai gagné 10 000 balles, on va dire. Ok, ces 10 000 balles, comment je les segmente pour, au cas où j'ai rien qui tombe le mois prochain. Ouais. Après, en général, bon, moi, j'ai tous mes jobs que j'ai. En général, j'ai un visuel à peu près sur 6 mois, on va dire, de OK, je sais combien je vais gagner sur ces 6 prochains mois, et puis après, on verra pour la suite. Mais il y a quand même ce doute, du coup, qui est toujours là. C'est de dire, bon, je vois là jusqu'à la fin de l'année, mais après, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que je vais continuer à gagner ma vie? Est-ce que non? Et puis ça, c'est quand même un peu une épée de Damoclès que tu as tout le temps au-dessus de la tête. Non, c'est sûr. Puis voilà. Après, ouais, d'un point de vue financier, il faut juste anticiper un peu. Parce que moi, par exemple, l'année passée, juin, juillet, août, j'ai gagné 1 000 francs sur 3 mois. Bon, ben, tu vas pas très loin avec ça. Mais heureusement, en fait, j'avais bien gagné avant. J'avais pas mal de réserves. Pas Et puis, en fait, et puis, du coup, c'est ça, j'ai pu passer. En fait, ouais, c'est ça. Tu gagnes 8 000 francs pour un mandat. Bah, tu te dis pas, trop bien, j'ai gagné 8 000 francs, vas-y, je vais flamber un truc. Ben, non, alors malheureusement, la réalité est un peu moins sexy, mais au moins, tu as une tranquillité de l'esprit. Ouais, c'est finalement la même rigueur que tu as dans ton suivi client que tu dois mettre dans ton suivi financier finalement pour. C'est ça, mais après ça, j'ai l'impression que ça tombe un peu sous le sens de dire, bon, ben, tu vis selon tes moyens. Donc, si tu gagnes, t'en as une grosse entrée d'argent, ils vont tout claquer, et puis les 3 mois à 1 000 balles, ils vont pas mal les sentir passer, hein. Bah ouais, mais alors, c'est ça. Donc, il y a peut-être le côté, après, ça, c'est l'éducation de chacun et chacune, hein, mais disons que moi, j'essaye d'avoir cette rigueur, mais aussi parce que, je suis pas tout seul. En étant marié, en ayant peut-être, t'as une famille, t'es pas, c'est pas que pour ma pomme. Non, donc en fait, t'es obligé. Puis, je suis marié, donc en fait, j'ai aussi la chance d'avoir mon épouse qui travaille et qui a un revenu qui lui est fixe. Donc en fait, il y a aussi une sorte de sécurité. Si tout d'un coup il y a besoin, il y a possibilité de faire le joint. Ouais. Mais encore une fois, je pense qu'en Suisse, c'est possible de vivre de l'illustration, en tout cas aujourd'hui, à l'heure T où je dis ça. De toute façon, je crois qu'il y a tellement de métiers qui, à l'heure T, sont faisables et on ne sait pas trop où on en sera dans 2-3 ans à la vitesse à laquelle bouge le monde. Donc c'est déjà bien, c'est à l'heure au temps T, t'arrives à en vivre. Donc résumé, amener de la structure et de la rigueur dans ce que vous faites, quoi. Pour pouvoir continuer de jouir de cette créativité, quoi. C'est ça, en fait, c'est baliser le terrain. Je pense que la partie créative, c'est génial, comme tu dis. Toi, au début, t'adores ça, c'est tes moments de kiff, mais après, il y a aussi l'autre partie. Mais c'est de se dire, sans cette partie après, je peux pas avoir ce début de créativité, de kiff. Donc, c'est des efforts un peu d'un côté et de l'autre. Puis c'est essentiel, parce qu'en fait, en cadrant bien le projet, c'est là où tu as la liberté. Parce qu'en fait, tu vas dans les trucs, puis après, la personne, si elle te dit, ouais, mais c'est pas ce que j'avais en tête ou comme ça, tu peux aussi dire, oui, mais c'est ce qu'on a décidé en amont, qui a été validé. Moi, j'ai fait ça. Puis c'est aussi se protéger, parce qu'en fait, tu es assez vulnérable en étant indépendant. Moi, si y a un client tout d'un coup qui me dit, ah non, je suis pas content, je veux pas vous payer. Concrètement, j'ai pas 36 000 solutions pour lui faire pression, quoi. Si malheureusement, je lui ai déjà envoyé les fichiers, je suis un peu embêté. Donc ça, c'est peut-être un autre conseil que je pourrais donner. C'est de jamais envoyer. Tu disais aussi. Mais c'est de jamais envoyer les fichiers avant, tant que c'est pas validé, et puis se faire peut-être payer un acompte ou quelque chose comme ça, à part s'il y a une vraie relation de confiance avec le client. Mais disons que ça peut être des choses qu'on peut faire pour se protéger un peu aussi. Quand on parlait de formaliser, de mettre un contrat aussi dès le début, quoi, au cas où tu peux structurer, quoi. De pas avoir peur de valoriser son travail, finalement, aussi. Non, ça c'est aussi un autre truc, peut-être c'est intéressant d'en parler, c'est que quand on se lance dans ce genre de carrière, en fait, on a l'impression que, on n'ose pas demander de l'argent pour ce qu'on fait. Parce qu'on se dit, mais moi, j'aime faire ça. Moi, j'aime dessiner, puis en fait,
ça, c'était pas difficile pour moi. Moi, j'ai dû dessiner, puis j'aime faire ça, puis c'est mon truc et tout. Sauf qu'en fait, c'est une compétence, et puis c'est quelque chose que les gens sont pas capables de faire. Sinon, tout le monde dessinerait pour soi et puis ferait ses propres images. Enfin, c'est vraiment... Et puis en plus, la plus-value aussi, c'est mon oncle qui est électricien qui m'a dit ça. Lui, en tant qu'électricien, que ce soit lui qui fasse le job ou que ce soit un autre électricien qui fasse le job, finalement, il va peut-être pas y avoir une monstre grosse différence de rendu après dans comment l'électricité elle passe. Par contre, moi, jusqu'à preuve du contraire et puis sous réserve d'intelligence artificielle, mon dessin, il y a que moi qui peux le faire. Ah, c'est sûr. Avec ses imperfections, avec ses lacunes, etc. Puis si les gens me mandatent, ils me mandatent moi. Et du coup, ça se valorise aussi. Ouais. Et du coup, c'est de dire, moi, mon travail, ok, j'estime qu'il me faut tant de temps, donc il y a un facteur temps qui entre dans la balance. Puis après, moi, je valorise mon travail, mon coup de crayon, mon bagage. En fait, moi, ça, puis moi, ça fait depuis bientôt 30 ans que je fais ça. C'est ma soupe que vous venez acheter. Donc, en fait, c'est ce prix-là pour cette soupe-là. Mais je comprends un peu des fois le truc où t'as peut-être passé 6 heures, on dit ouais, mais tu peux me le faire pour 2 heures, enfin, tu me le vends pour 2 heures, entre guillemets, mais en fait, tu te dis ouais, mais ok, c'est vrai, sur 6 heures, j'ai kiffé, j'ai machin, j'ai bien aimé. Tiens, mais c'est aussi se dévaloriser. Après, on rentre dans une autre fourchette. Ah ouais, mais il me l'a fait pour X. Et finalement, après, on est figé là-dessus, quoi. Et puis, dans ces domaines créatifs aussi, le tarif horaire, c'est un peu un piège. Parce que finalement, ça veut dire quoi? Moi, je travaille vite, je travaille moins d'heures. Du coup, je me tire une balle dans le pied, puis je facture moins d'heures. Quelqu'un qui est très lent va du coup gagner plus. Enfin, c'est un peu de dire, moi, finalement, ton travail, ok, tu as besoin de ton dessin. Moi, je te le fais en 2 heures. Mais peut-être que je vais te le facturer 10 heures parce qu'en fait, parce que c'est la prestation. Toi, tu avais besoin d'un dessin en urgence. Moi, je l'ai fait en 2 heures, mais c'est une illustration clé en main que tu peux utiliser. C'est le prix comme si j'avais travaillé 10 heures. Enfin, comme si quelqu'un d'autre aurait peut-être travaillé 10 heures et t'aurais facturé ce prix-là. Donc, en fait, il y a un jeu un peu à toujours trouver entre qui est le client, quelle est son attente, qu'est-ce que toi, tu peux lui amener. Et puis après, c'est qu'est-ce que tu peux lui amener c'est sur ça que tu mets un prix. C'est pas tant sur le dessin en tant que tel, enfin le temps que tu prends à faire ton dessin. Je pense que pour les clients, c'est un peu abstrait. Donc, eux, ils doivent dire, il a fait 10 heures, donc il a mis du temps, mais ils prennent pas la... Souvent, c'est rassurant, en fait, d'avoir en fait... ce dessin, il a pris X temps. Et puis moi, en fait, personnellement, j'ai quand même un tarif horaire. Ouais. Parce que j'estime que moi, ça me permet de calculer facilement mes devis pour les clients. Et puis après, en fait, il y a un peu un ajustement qui se fait où je me dis, OK, probablement qu'il va y avoir plus de travail que ce que je projette parce que je pense que le client va vouloir faire des retouches comme ça. Puis c'est moi, en fait, à la base, qui dit, ce dessin, je pourrais le faire en 10 heures. Je vais mettre 15 heures. Puis comme ça, j'ai la réserve nécessaire pour faire les ajustements si besoin. S'il n'y a pas besoin de faire des ajustements, c'est en ma faveur, mais ça me permet sur ce job de gagner un peu plus. Puis il y a d'autres jobs où j'ai mis 15 heures, puis en fait j'en ai passé 30. Puis je vais pas facturer forcément la plus-value. Enfin, parce que parfois ça peut venir du client, mais ça peut aussi venir de moi. Et puis je vais pas forcément facturer au client les erreurs que je peux faire. Par contre, si j'ai mis 30 heures à la place de 15, j'ai quand même une sacrée perte. Puis du coup, en fait, c'est entre les différents jobs, j'essaye un peu de lisser le tout. Ouais. Tu dessines sur papier ou tablette, hein? Les deux. Ah ouais, tu fais un peu les deux. Ça dépend aussi des projets, en fait, et puis en fonction des contraintes techniques. Parce que forcément, si c'est pour être imprimé dans un magazine, un dessin original, il va pouvoir être scanné, ça peut être assez facile. Après, si c'est pour faire un très grand format, comme j'ai pu faire à Genève, j'ai habillé des trams, là, tout d'un coup, tu dis, on va faire déjà... De toute façon, il faudra que les fichiers soient numérisés. Et puis, en fait, on va, d'un point de vue technique, la jouer safe. Et puis là, je travaille en numérique direct. Ouais. C'est plus simple. Tu as justement peut-être des projets, tu parlais des trams, des fois où tu as vu tes illustrations dans des endroits où tu t'es dit waouh, c'est un truc quand même un peu extraordinaire. Le tram, typiquement, ça doit être assez sympa de voir son dessin sur un tram se balader en ville de Genève. Ouais, alors c'est clair qu'il y a un côté plaisant là-dedans. Après, c'est vrai que j'ai un rapport qui est un peu particulier à tout ça. C'est qu'en fait, ce qui me rend le plus heureux, c'est que le client soit heureux. Donc, en fait, peu importe qui c'est, peu importe que le dessin, après, il soit justement sur un tram à Genève ou qu'il soit juste dans une petite brochure, dans un village de campagne,
En fait, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que la personne, elle me dise, ah bah merci, c'est cool. Et puis que moi, j'y ai trouvé mon compte dans ce que j'ai produit artistiquement, puis que j'ai été rémunéré pour aussi. Et en fait, souvent, j'ai l'impression que ça fait plus plaisir à mes proches qu'à moi, par exemple, de voir, ah ouais, il y avait ton dessin à tel endroit, j'ai vu une vitrine, il y avait tes trucs, machin. Enfin, moi, je suis là, ah ouais, c'est cool. Mais en fait, vu que c'est moi qui l'ai fait, moi, je trouve pas que c'est pas pour T'as pas une être. fierté particulière à te retrouver Si, je suis fier de moi parce que je suis fier de réussir à vivre de ma pratique artistique. Mais je suis pas plus fier que ça, que ce soit vu par beaucoup de monde, en fait. C'est pas le support qui va amplifier ce sentiment de bonheur, Non, tu vois. Ouais. non, et puis c'est plus que moi, j'en tire ma satisfaction personnelle, et puis je suis content que mes proches aiment ce que je fais. Mais après, finalement, que les gens, que mon travail soit vu par beaucoup de personnes et que les gens s'extasient devant mon travail, c'est pas ça que je recherche, en fait. Je suis pas dans une recherche, en fait, de comment dire, de prestige, en fait, par rapport à tout ça. Puis c'est pas prétentieux c'est juste que je sais que ça peut aussi très vite partir. Donc en fait, si je me gargarise de tous mes accomplissements, j'ai peur qu'après, si tout d'un coup ça marche moins aussi, que ça m'atteigne. Alors que là, en fait, en étant satisfait par des choses simples, justement la relation client, ça, je m'en assure, et puis je limite en fait les sources potentielles de tristesse ou de frustration par rapport à mon travail. Ce qui est une très bonne philosophie, finalement, c'est de se nourrir du quotidien. Tu parlais aussi avant de magazine, peut-être comme ça les gens se feront peut-être attention. Ouais. Dans quel type d'ouvrage on peut voir tes dessins, typiquement? Alors, j'avais fait quelques illustrations pour un magazine qui s'appelle Bilan. Sinon, j'avais pu faire pour des magazines de psychologie suisse. Mais eux, ils font plus que des numéros numériques maintenant. Sinon, j'ai pu faire des dessins pour... Il y a un magazine qui s'appelle Livre Suisse, et puis du coup, j'ai pu faire des dessins pour eux, ou bien pour Amnesty Suisse aussi. Donc en fait, ça dépend vraiment. Là, on voit que ça peut être autant un truc économique, social, psychologique, culturel, ou bien politique. Donc en fait, un peu partout là où il y a besoin d'images. À Bilan et Amnesty, t'es pas toujours sur les mêmes... T'es pas sur les mêmes thématiques, disons. Donc, non, ça montre que ça montre diversifié. Hein. C'est ça, puis c'est aussi un panel de sujets, parce que tes illustrations doivent être en lien avec les sujets. Donc, c'est un panel aussi intéressant de sujets que tu peux toucher via ce métier qui est aussi sympa. Ouais, c'est ça. C'est que c'est très intéressant. C'est que finalement, moi, quand on me demande d'illustrer les relations économiques entre la Suisse et la Chine, je suis pas expert du domaine. Donc, en fait, je suis obligé de me renseigner. Donc, je reçois des abstracts d'articles, les ébauches qui sont en train d'être faites. Après, je me renseigne et tout, machin. Puis, en fait, tu dois un peu plonger dans un domaine pour trouver l'idée. Graphiquement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Ouais. Donc, c'est ça. Ça fait partie du job. Ouais. Je pense capter aussi l'émotion de ton client aussi, de ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut mettre du cœur? Est-ce que c'est appuyé? Est-ce que ça va être agressif? Est-ce qu'il veut dénoncer? C'est ça. C'est qu'en fait... l'intention qu'il veut mettre derrière, parce que c'est souvent fort une illustration. Hein. C'est une image doit représenter le tout, quoi. Donc, de pouvoir synthétiser ça et puis de pouvoir dégager l'émotion qu'on veut via cette illustration, je pense que là, ça va être assez compliqué. Hein. Et puis le dessin, pour moi, il doit vraiment, pas simplement être là pour être là. Mm-hmm. Donc, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est que quand il y a un article qui m'arrive, je lis et puis je me dis, OK, moi, qu'est-ce que je vais dire par rapport à cette thématique? Je ne veux pas illustrer l'article, mais c'est quoi mon point de vue là-dessus? Puis justement, d'amener un autre truc. Après, tu as une image qui dit un peu quelque chose, et puis tu as l'article qui dit quelque chose d'autre, puis il y a un dialogue aussi qui se fait, il y a un croisement, puis là, tu peux faire naître encore une troisième idée, peut-être. Puis c'est là où l'image, elle est intéressante, parce que sinon, en fait, si c'était juste pour... OK, on a parlé de la Chine et de la Suisse, on va mettre une image de la Suisse ou une image de la Chine, et puis voilà. Ça évoque rien. Ça fait partie prenante du propos de l'article. Ouais. Mais il ne faut pas que ce soit redondant. Ouais. Est-ce que tu avais des thématiques que tu souhaitais aborder? Sinon, moi, je pensais passer à notre
À notre moment des 10 questions. Ok. Donc, l'idée, c'est qu'on va enchaîner des questions. Tu nous fais des réponses courtes. Ok. Et comme Ouais. ça permet aussi, on va repasser sur des thématiques sur lesquelles on est déjà Ouais. passé certainement, histoire d'arriver vers la conclusion. Ça Ok, va. ouais. Je te laisse commencer. J'y vais. Alors, le moment où tu t'es vraiment senti auteur de BD, hein, cet accomplissement, on va dire, où t'es arrivé et t'es dit, OK, je peux me mettre ce titre sur LinkedIn, c'est mon métier, et je suis arrivé à ce moment où je voulais, quoi. Quand j'ai reçu le carton de l'éditeur, j'ai Avec reçu un carton avec une vingtaine d'exemplaires et que j'ai pu faire la dédicace pour mes parents et puis mon épouse et puis qu'après j'ai vu des gens lire ma BD en fait. Combien de temps ça t'a mis, c'était, du coup? Entre le début où tu avais l'idée, si tu synthétises, que les gens ils se rendent compte, je vais me lancer là-dedans. Bon, je pense qu'on peut des fois le faire plus court, plus long, quoi. Ouais, alors clairement, j'aurais pu faire plus court parce que c'est les premières, du coup, j'ai lancé le projet en septembre 2022 et puis je l'ai fini en janvier 2024. Donc, on va dire que ça m'a pris 15 mois. Ouais. Mais parce que je bossais dessus du style une journée ou deux par semaine seulement, parce qu'à côté de ça, je faisais l'illustration et puis je faisais aussi un master. Donc, en fait, j'ai dû segmenter mon temps. Je pense que si on regroupe tout, si on ramenait tout full-time, je pense qu'en 4-5 mois, je l'aurais fait, à peu près. Mais du coup, ouais. C'est quand même un joli morceau, quoi. Ouais, en effet. Le logiciel ou outil que tu ne pourrais plus jamais abandonner? Bah, le crayon et le papier. Parce que je me prépare au jour où on n'aura plus trop d'électricité, où ma licence Adobe rendra l'âme. Donc, non, crayon papier. Et puis, t'as plus de plaisir quand même quand tu dessines, parce que tu disais que tu faisais sur tablette, et puis des fois, d'avoir une sensation quand même, vraiment de ton stylo qui vient se poser sur cette feuille. Ouais, alors il y a vraiment un truc. Et puis, en fait, c'est surtout que je suis sur l'ordinateur toute la journée. Ouais. Toute la journée, tous les jours. J'ai mon ordinateur qui est allumé de 7h le matin à 19h le soir. Et puis, en fait, du coup, si je peux m'enlever cet ordi, ces écrans et tout, enfin, puis juste être sur une table à dessin, si je peux le faire, je le fais. Donc, ouais, mais c'est un peu un ras-le-bol de l'écran, mais aussi parce que pour la fatigue que ça amène. Donc, ouais, c'est un peu ça. Essayer de revenir à un outil qui est un peu plus simple. Mais bon, c'est pas le plus efficace professionnellement. Ouais. Puis du coup, ce que tu préfères dans ton métier, alors on est mis en dehors du dessin, alors voilà, avec le crayon, mais on pourrait mettre, mais est-ce que c'est vraiment la partie réflexion du sujet, le dessin de tes personnages, le moment où tu prends le plus de plaisir, hein? Alors, pour la BD, en fait, le moment qui est le plus plaisant, c'est quand il y a une idée qui naît, qui commence à germer, puis qu'en fait, il y a un peu tout qui est à défricher encore. Puis tu te dis, ah ouais, je peux partir dans cette direction, dans celle-là. Puis il y a les idées s'entrechoquent, tu commences à noter un peu, puis ça foisonne. Ça, c'est vraiment des moments qui sont assez rares et du coup, qui sont vraiment un peu à chérir, je dirais. Puis de manière globale, dans mon métier d'illustrateur, ce que je préfère, en fait, c'est que ça fait depuis que je fais ça que j'ai l'impression d'être un peu en vacances parce qu'en fait, je fais mes horaires comme je veux et puis que je travaille au milieu de la nuit ou au milieu de l'après-midi, en fait, voilà. Et puis, en fait, c'est cette liberté, en fait, qui est très plaisante. Et puis, tu as un métier qui est très solitaire, mais tu préfères travailler seul ou en équipe? Je suis bien meilleur seul. Très difficile de travailler en équipe. Même si parfois la solitude peut être un peu pesante. Mais moi, j'ai une approche très personnelle et très individuelle du coup de tout ça. Ça se fait des fois, travailler à plusieurs sur une BD ou Ouais, alors clairement, ça peut se faire. Donc, soit il y a le traditionnel binôme narrateur, scénariste et puis dessinateur ou dessinatrice. Et puis après, il y a beaucoup en fait d'ateliers, comme des open space en fait, mais où des artistes se regroupent pour être dans un environnement créatif, mais où il peut y avoir, je sais pas, un auteur de bande dessinée, un architecte, une graphiste, et puis tout le monde bosse au même endroit, puis ça crée un environnement qui est stimulant. Ouais. Mais pour le moment, je fais pas ça. Et l'avocat suivant, une galère que tu ne souhaites à aucun jeune auteur, hein. Ou pour toi, quand tu as commencé, qu'est-ce qui, toi, t'as trouvé vraiment
waouh, c'est galère et t'as l'impression que c'était un mur à franchir, quoi. Et... Il y a le fait de devoir courir après les factures, peut-être. Ça, c'est pénible quand même au début, surtout quand on débute et puis qu'on... Par rapport au client, Ouais, par rapport au client, tout d'un coup, de devoir choses. payer, de pas être payé, puis de devoir un peu... voilà. Ouais. Ça, c'est jamais très agréable. Et puis autrement, c'est de se sentir piégé dans un projet. Moi, ça m'est arrivé, en fait, d'être dans un projet où ça se passait bien au début. Et au fur et à mesure, ça sentait le roussi. Il y avait de plus en plus de retours, de trucs qui n'allaient pas. Puis en fait, c'est parce que de leur côté, à l'interne, ça n'allait pas. Et ça se répercutait sur moi. Et moi, en fait, j'étais pris en otage, en fait. Parce que du coup, tu te dis, bon, bah, j'ai déjà investi tant de temps. Ils m'ont pas encore payé. Et ça, c'est hyper inconfortable. Ça bouffe bien l'esprit, ça. Donc, comment tu l'éviterais, ça? Si tu pouvais revenir en arrière, tu aurais fait quoi? En fait, ça m'est toujours arrivé quand j'ai essayé d'être un peu trop sympa. Et de dire, et de justement être un peu moins rigoureux dans le cadre. Et quand j'étais pas assez rigoureux, les gens, parfois malgré eux, en fait, ils s'immiscent dans les brèches que tu laisses. Et puis, en fait, ça fait que le projet, il te file entre les doigts, quoi. Ouais. Mais et valoriser ton temps, quoi. Ce genre de truc, dès le début, ok, je dessine ça, je vais mettre ça, même si c'est ma passion, je vaux tant, point. Ouais, c'est ça. Et puis de venir et se pricer correctement, quoi. Ouais, c'est ça. Et pas se sous-pricer ou d'être trop gentil et devenir exact. Peu le torse bombé. Et ok, mais alors c'est ça, c'est les conditions, c'est mon prix, et voilà, quoi. Ouais, parce que sinon, tu peux vite être piégé et de plus réussir à t'en sortir. Et puis ce que l'IA ne remplacera jamais dans ton métier. J'en ai parlé un petit peu avant, mais du coup, en fait, le lien que j'ai directement avec les dessins que je produis. L'émotion dedans. Ouais, l'émotion que j'ai moi par rapport à mes dessins. Le plaisir du dessin, finalement. Ouais. Et si tu devais, alors là, on a eu un personnage de BD, mais une BD, je pense, parce que tu vois, alors tu t'es lancé autour de BD, ce genre, mais il y a un truc qui t'a marqué, une BD qui t'a particulièrement marqué, du Tintin, du Astérix et Obélix, ou je sais pas, il y en a une que... Jeune, qu'est-ce qui t'a donné cette passion, en fait, Est-ce que ça vient peut-être... Alors, c'est un peu de questions, mais est-ce que ça vient d'une BD que t'as lue, où t'as vraiment aimé le style, tu te dis, waouh, j'ai été embarqué dans l'univers, ou c'est, toi, finalement, peut-être le fait de dessiner, t'aimais juste plus sur du dessin alors... J'ai eu la chance d'avoir des BD à la maison, des BD et puis après un peu des mangas aussi. Donc en fait, voilà, j'ai lu pas mal de trucs. Mais je pense qu'en fait, c'est simplement que comme tous les gamins, mes parents ils m'ont mis un crayon dans les mains, je dessinais. Et puis j'ai pas arrêté au moment où la plupart des enfants arrêtent de dessiner. J'ai continué à dessiner. Et puis, parce que j'y trouvais du plaisir. Et puis, c'est ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, ça s'est un peu imposé à moi. C'était l'évidence. C'est qu'en fait, c'est ça que j'aime faire. Donc, c'est pour ça que je vais faire ça plutôt que cuisinier ou pâtissier ou je sais pas, ou n'importe quel autre métier. C'est qu'en fait, pour moi, c'était le dessin. T'avais un don ou un atout ou t'es vraiment allé... Je suis pas convaincu. Parce que des fois, il y a deux choses. On peut, avoir un don et autre. Alors, je pense qu'il faut être un peu doué, mais il y en a vraiment, ils naissent avec du génie sur le dessin. Puis après, c'est aussi du travail quand même. Parce que tout le monde, comme chanteur, tu peux avoir une voix, alors directement une belle voix, mais tout ce travail, quoi. Et c'est des fois de la rigueur et de continuer là où les autres s'arrêtent. Alors je suis convaincu que j'étais pas plus doué qu'un autre. Ok, ça c'est intéressant. Mais je suis convaincu que j'avais probablement plus de plaisir à dessiner que beaucoup d'enfants. Et que du coup, c'est pour ça que j'ai continué. Et puis après, évidemment, quand tu passes des milliers d'heures à faire quelque chose, tu progresses un petit peu. Et puis après, moi, à un moment donné, j'étais dans cette logique de vouloir en faire quelque chose. Donc, je me suis vraiment boosté pour essayer de progresser. J'ai été curieux de tout ça, mais peut-être que j'aurais pu aussi continuer à dessiner simplement comme ça, pour le plaisir, et puis me développer différemment. Et si tu devais ne garder qu'un seul de tes dessins? Horrible, comme question. Pas facile, ça. Je pense que je garderais... J'ai fait un dessin pour mon mariage, où en fait j'avais fait une petite bande dessinée qui racontait le moment, la journée en fait des fiançailles. Et puis il y a un dessin où je me représente avec mon épouse et puis nos 3 chats. Au moment où en fait on se prend dans les bras, et puis du coup il y a ce dessin peut-être que je garderai parce qu'en fait il est très simple. Mais il représente quelque chose de particulier pour moi. Et puis autrement, c'est plus une catégorie de dessins, mais tous les dessins que je peux faire dans mes carnets.
fait, mes carnets, parce que c'est là où vraiment je dessine où c'est vraiment là où je m'exprime, parce qu'il n'y a pas d'obligation de faire beau, il n'y a pas d'obligation de retour sur un temps investi. Je montre ça à personne, c'est à moi. Et puis, c'est là où, du coup, j'ai mes dessins que je préfère. Et ouais, une technique pour lutter contre la page blanche. Hein. C'est Si t'as- c'est d'aller faire autre chose. Ouais. C'est franchement, si on est devant une feuille et puis qu'en fait, on se torture à vouloir à tout prix dessiner quelque chose ou créer quelque chose, je pense que c'est le meilleur moyen pour faire quelque chose de pas terrible. Donc, en fait, je dirais que les œuvres qu'on crée, en fait, elles s'imposent à nous. Elles arrivent quand elles doivent arriver. Et puis, il y a des moments où on va sentir une urgence de créer. Et puis, curieusement, bah, ça va sortir. Et il y a d'autres moments où, en fait, on doit juste aller boire un spritz sur une terrasse. Et puis, voilà. Ouais. La créativité, ça vient pas comme ça. Allez, je me pose devant. Allez, je vais être créatif, je vais faire ça. Non, après, on peut être créatif quotidiennement, quand même. Ouais. Mais la créativité, justement, moi, je suis illustrateur. Mais en fait, j'essaie d'être créatif dans tous les domaines de ma vie. Et puis la créativité, en fait, j'ai la satisfaction de la créativité quand je vais bricoler un meuble, quand je vais réorganiser mon bureau, quand je vais trouver une nouvelle route pour faire mon itinéraire que je dois faire le plus souvent, ou comme ça. Enfin, la créativité, elle est partout. Ouais. Puis en fait, on peut s'en satisfaire. Puis voilà, faut pas se forcer. Et puis, si la vie t'avait pas amené dans le dessin ou l'art graphique en général, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est difficile. Je pense que je me suis jamais vu travailler dans un bureau. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été un truc où je me suis dit, mais non, je vois pas. Ou je me suis jamais vu avoir un patron. Donc, en fait, j'aurais trouvé un moyen pour que les gens me laissent faire quelque chose dans un coin. Mais après quoi exactement, je sais pas. Mais Besoin d'indépendance. j'aurais trouvé une grotte où aller me planquer. Et puis, comme là, je suis dans ma grotte pour faire mes dessins. Et puis voilà. Ben merci, on va arriver au bout de ce podcast. Peut-être pour se projeter un peu dans l'avenir, est-ce que tu as des projets en cours ou des choses dont tu peux nous parler? C'est quoi les prochaines semaines, les prochains mois dans la vie de Max? Je suis toujours bien occupé d'un point de vue illustration pour différents clients, donc ça c'est cool. Après, je parlais de créativité. La créativité, elle est un peu partout. C'est que finalement, j'ai fait une bande dessinée, mais je me pose des questions par rapport à la narration de manière globale. Et puis, du coup, je suis en train de créer un jeu de société parce que je pense que le support jeu peut être un terreau hyper fertile à la narration aussi, créer des univers, raconter quelque chose. Et puis, ça permet aussi d'engager différemment la personne qui va l'expérimenter. Donc, plutôt qu'être, entre guillemets, passif devant un récit quand on va lire une BD, là, tout d'un coup, de se dire, je vais créer un système qui permet aux gens de rentrer dans le jeu, enfin, dans le récit. Et du coup, j'explore un peu ça. Pour le moment, c'est encore un peu branlant, mais c'est génial. je vais tester ça. Je vais faire tester ça à des gens. Je vais malheureusement devoir faire play-tester ça à des potes. Donc, on verra. Et puis, pour peut-être terminer, est-ce que tu as une lecture à recommander, que ce soit une bande dessinée ou un film, ou enfin voilà, une recommandation d'une œuvre qui te plaît? Ouais, j'en aurais pas mal, mais je vais donner le nom d'une bande dessinée qui s'appelle Acting Class, qui a été faite par un artiste qui s'appelle Nick Drnazno. Et en fait, c'est une bande dessinée qui met en scène plein de personnages différents. Donc, il n'y a pas un personnage principal dans cette bande dessinée. Et ce sont en fait toutes des personnes qui viennent d'horizons très différents et qui se retrouvent dans un cours de théâtre du soir qui est donné par une sorte de gourou un peu bizarre. Et puis, il commence à se passer des choses un peu particulières. Et en fait, c'est un bouquin qui fait 300 pages. Il se passe plein de trucs. C'est très bizarre par moments. Et en fait, il y a quelque chose dans ce bouquin qui m'a beaucoup plu parce que c'est un peu l'étrange qui peut surgir de n'importe où, en fait. C'est un peu le fantastique, le quotidien fantastique, et puis très bien. Donc, si vous avez l'occasion de le lire, je le conseille. Volontiers.
Merci bien. Ok. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, non, c'était vraiment super, c'était passionnant, quoi. Moi, alors, je connaissais pas du tout cette thématique, ce sujet, donc vraiment intéressant. Je pense que ça va sûrement intéresser beaucoup de monde. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions. On regardera aussi si on ne sait pas répondre, on regardera avec Max qui donne des réponses. Avec plaisir. Et puis voilà, puis on vous mettra tout en description. Et puis on se retrouve très vite pour la suite avec de nouveaux invités. Et puis voilà, quoi. Merci bien. Merci à vous, en tout cas. Ouais, c'était top. Merci beaucoup. Allez, clap de fin.